Alors, à présent, ce à quoi on va assister, c'est une forme de performance. C'est une performance qui a pris plus de 40 heures à travailler. Je ne vous dis pas ce que c'est. C'est simplement une masse de travail qui va se présenter devant vous. Ce sont 11 comédiens du Conservatoire national supérieur d'art dramatique qui vont venir vous interpréter un texte que j'avais écrit pour eux l'année dernière, alors qu'on était en train de répéter un spectacle et qu'au cours de ce spectacle, les attentats du 13 novembre ont eu lieu. Nous avons passé à ce moment-là la nuit au conservatoire puisque nous ne pouvions pas sortir. Et nous répétions ce spectacle qui s'appelait Des fenestrations. Ce que vous allez voir ouvrait le spectacle. Je voudrais signaler le travail de Vanessa Bonnet, qui a été mon assistante à ce moment-là et qui a pris en charge la répétition de ce que vous allez voir. Parce que ça leur a demandé énormément de travail pour arriver à ça. Je dis leurs noms. Emmanuel Benoît, Sarah Bradins, Théodora Breu, Lucie Digou, Jade Fortino, Julie Julien, Maxime Lega-Golanier, Lisa Perriot, Simon Rambado, Paul Toucan et Yuri Zavagnouk. Alors, je vais vous demander de venir et je vous demande de venir vous placer et puis courage. Les cœurs ouverts, les cœurs découverts. Vous voulez en manger? On va vous donner les nôtres à dévorer. Tenez. Tout ça est une histoire de viande. De viande et de béton. D'une viande dans un béton. On appelle cela un immeuble habité par des humains. Béton farci de viande vivante. Chacun sa cellule, chacun son territoire de plâtre, son appartement. Et parmi l'infinité de ces appartements, l'un était, il y a une semaine encore, le territoire de plâtre d'une viande qui nous intéresse. Un être humain. Quelqu'un. Ou plutôt quelqu'une. Une fille en chair et en os dans sa boîte en béton. Sa maison. L'immeuble dans lequel s'inscrit ce territoire de plâtre de cette viande qui nous intéresse, a été construit pour abriter les ouvriers des anciens quartiers des abattoirs. Car il y avait des abattoirs. C'est un temps déjà lointain, un temps où les bêtes étaient tuées à coups de gourdin par la main des humains. Un temps où celui qui tuait regardait les yeux vivants de celui qui mourait. C'était avant les robots,
avant les machines. Cet appartement-là, donc, de cette fille-là, donc, eut pour premier locataire Maurice Furilieu, boucher aux abattoirs de la Villette. Né en 1887, sa première vache, il la tue à 14 ans, entouré par les maîtres bouchers, dont son père, son oncle et son grand frère. Cette première mise à mort est précédée d'un cérémonial durant lequel l'apprenti, sans trembler, boit jusqu'à la lie un calice immense empli à ras-bord d'un mélange de sang de taureaux, de chevaux, de veaux et de porcs, dilué ni dans l'eau ni dans l'alcool. Gorgée après gorgée, sous les yeux des bouchers qui font cercle autour de lui, Maurice sent le sang de l'histoire, tel du plomb fondu, le lier pour toujours au sang des bêtes. Il le sent, il le goûte, avalant et ingurgitant, posant par là le geste que ses ancêtres avaient tous posé avant lui. Alors, les lèvres noires rubis, les yeux exorbités, accompagné de son père comme un père accompagne la mariée vers l'autel, on le présente à son animal inaugural, une vache aux yeux verts. On lui remet le gourdin qui avait appartenu à son grand-père Léon et, sans plus attendre, enfiévré par le goût du sang, conscient de jouer sa vie à quitte ou double, conscient que le moindre ratage jetterait la honte et l'humiliation sur lui et sur son père, dans l'adrénaline, le trac de cet instant de passage, il prend son élan et d'un coup, mu par une force immense, il frappe la bête au front et lâche un cri féroce. La bête tombe. Les ténèbres lui couvrent les yeux. Son père éclate en sanglots. C'est le grand chelem pour ce père-là. 5 fils devenus tous bouchers aux abattoirs. Pas un pour trembler, pas un pour douter. Et parmi eux, Maurice, promis au plus grand des destins, puisqu'il ne le sait pas encore. Quelques années plus tard, ce sera dans le corps à corps des tranchées qu'il trouvera le sang fraternel. Voué aux missions d'infiltration, égorgeant, décapitant, avec le gourdin et le couteau, les yeux dans les yeux, défaisant les liens des hanches, les muscles des côtes, les diaphragmes, éviscérant, dénoyautant les jeunesses allemandes, émasculant, comme il avait appris à le faire avec les taureaux, les chevaux, les veaux et les porcs, avant de s'en revenir, décoré, gradé capitaine, la patrie reconnaissante, pas encore mort pour la France, mais gueule cassée et une jambe en moins, sans plus de père ni de frère, pour reprendre son travail aux abattoirs et oxyre centaines et centaines de bêtes, année après année, de paix comme de guerre, durant l'occupation comme après la libération. Un Français de son temps. Maurice Furilieu est mort seul dans son appartement, son territoire de plâtre, sans que personne n'ait à s'inquiéter de sa disparition, jusqu'à ce que, tas de viande en décomposition, verdâtre, noirâtre, presque carbonisé par la putréfaction, quelques voisins finissent par défoncer la porte. Beaucoup d'entre eux se sont aussitôt répandus en vomissements. C'était quelques mois après la débâcle, en cette Algérie dont la perte pour Maurice signait le début du déclin de la grandeur française. De toute cette histoire, le locataire suivant n'en sut strictement rien. Czesnek Chrysolowski, ouvrier polonais, évadé du communisme, était employé des usines Michelin comme chargé d'entretien des grandes turbines, dans lesquelles il fallait pénétrer pour en dégraisser les hélices, mais lorsqu'il fallut, suite à une anomalie qui avait remis les moteurs en marche, aller rechercher ses restes, ont dû abandonner la possibilité de récupérer sa tête, tombée à l'arrière de la grande grille à mazout.
l'appartement demeura vide quelques années. Mais le vide ni le plein n'ont jamais endigué les odeurs du sang. De cela, personne pour y songer. On entre accompagné de l'agent immobilier et on se dit que ça va être merveilleux. On s'entend dire que l'on va abattre cette cloison, sans savoir que ce mot-là, abattre, n'est pas né de notre esprit, mais nous a été soufflé par l'esprit qui hante les lieux. Cet appartement-là, dans lequel vécut Maurice Furilieu, boucher aux abattoirs de la Villette, puis Chesnec Chrysolowski après lui, évadé loin du totalitarisme stalinien pour être décapité par une machine fabriquée en 1927 dans la ville de Détroit, Michigan. Qui pour croire que les mots nous sont inspirés par la mémoire oubliée des lieux? Qui pour croire encore à ces balivernes? Alors, sans ticket, on s'entend dire que l'on va abattre ce mur. Ça fera une grande salle à manger, la lumière sera magnifique. Mais le sang, lui, mais le sang. On s'entend dire qu'on installera une mezzanine, des pots de fleurs là et là. On s'entend dire que ça coûtera cher. On s'entend dire qu'étant donné les taux, il serait idiot de ne pas emprunter. Et on parle comme des grands. On parle comme des grands. Mais le sang, lui, le sang ne dévie jamais de son langage. Vous le savez, vous, puisque vous êtes ceux qui nous enseignent, ceux qui nous forment, nos professeurs, nos éducateurs, nos jurys, nos intervenants, aussi ignares, aussi désemparés. Vous le savez, vous, ce que le sang a de véridique. Alors on entreprend les travaux, on emménage, on est content, et puis les peines succèdent aux joies et les joies aux peines. Mes chéris, mes amours, papa et maman ne vont plus vivre dans la même maison. Ce sont des choses qui arrivent, bien sûr, mais le sang. Le sang. Alors on change et puis bien sûr les centres commerciaux et puis on nous avait dit à l'achat que la zone n'était pas constructible. Et comment voulez-vous que l'on vende à présent? Et puis de toutes les façons cette maison n'a jamais tenu ses promesses. La maison. La maison. Et la mort de l'un, de l'autre, de l'enfant enterré pas loin, le sang, le sang. Et on abandonne la maison, l'immeuble revendu. Comment continuer à vivre au milieu des désastres? C'est vaste. Pour un prix comme celui-ci, il ne faut pas hésiter, vous ne trouverez jamais une aubaine pareille. Alors on s'installe. Du toit, on peut voir les fumées des manifestations de mai. C'était vous ces jeunes-là, non? C'était vous ce mois de mai-là, mois mythique, sacré entre tous, avec lequel vous n'avez de cesse de nous écraser, puisque vous l'avez faite la révolution, vous aviez le sens du partage, de la camaraderie, n'étiez pas scotchés à des portables comme nous qui le sommes, qui n'aviez pas Internet et toute cette rhétorique à vomir, faite pour nous humilier, parce que nous sommes de pauvres connards qui n'avons rien connu, rien fait, rien vécu, des connards dont la grande malédiction est d'être nés de vous, d'être nés à cette époque corridor, transit, passage, comme on dit, d'une correspondance. Pas même les chiottes qui sont, elles, un lieu sacré, important, nécessaire, non. Une génération corridor et vous nous traitez de même. Nous ne sommes pour vous qu'une continuité tout juste bonne à perpétrer la race. Mais de poésie, de grâce, vous ne nous en accordez pas même l'ombre. C'était vous ça donc ce mois de mai, les impertinents, génération fuck you, génération impertinente, jeunesse, jeunesse, jeunes vous manifestiez, vieux vous manifestez toujours. Avant c'était pour vos libertés, aujourd'hui pour vos retraites. On s'assagit comme on peut, et vous prétendez vouloir nous former, nous sélectionner, nous dresser comme des chiens, nous dresser les uns contre les autres, traîtres.
Le sang, lui, des bêtes. Le sang des bêtes. Et puis l'immeuble revendu, séparé en petites chambres de bonne. Bonjour, je suis votre nouvelle locataire. Comment vous appelez-vous? Victoire. Étudiante, j'imagine, oui? Oui, étudiante. Où? Au conservatoire. Musique? Théâtre? Une comédienne alors? Oui, on espère du moins. Il est comment ce conservatoire? Il est supérieur, madame, supérieur. Supérieur? Oui, madame, supérieur. Parce que les autres sont quoi? Ils sont rien. Ils sont juste conservatoires. Nous, le nôtre, il est supérieur. C'est le saint des saints, madame. Le nec plus ultra, le pic du loup, le trou du cul ouvert de la reine. Et la crème de la crème a le droit de le badigeonner, ce trou du cul, madame. Et je fais partie de ce pot-là, le pot de cette année-là. J'en suis et je vais badigeonner le trou du cul de la reine. Quelle chance! Le rubis, les bijoux de famille. On va pénétrer le conservatoire supérieur comme on pénètre le sexe de sa mère. Ça va être génial. On va être un putain de groupe. Ça va être dément. Merveilleux. Oui, je suis heureuse, si heureuse. Et la vue de cette fenêtre est si belle. Et Victoire ouvre la fenêtre et regarde. Et le sang de Maurice Furilieu, le sang des bêtes tuées par Maurice Furilieu et celui des jeunes Allemands tués par Maurice Furilieu, son odeur et celui des bêtes d'il y a un siècle lui monte dans les narines. Et Victoire, sans savoir pourquoi, se met à pleurer. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Comment savoir que l'on pleure les bêtes et la jeunesse de l'Europe? Je pleure le sang des bêtes, madame. Les sacrifices passés comme les sacrifices futurs. Victoire était trop belle, trop puissante pour résister contre ces vibrations-là. Nous l'avons connue. Nous savons sans doute que le fantôme de Maurice Furilieu est tombé follement amoureux de Victoire, qui a, de nouveau, en une cérémonie macabre, après avoir bu un calice de sang, sang des jeunesses sacrifiées, des guerres passées, des guerres présentes, Hiroshima et Nagasaki, Vietnam, jeunesse des guerres du Laos, guerre du Liban, de l'Iran contre l'Irak, de l'Irak contre les Kurdes, guerre en ex-Yougoslavie, sang du Rwanda et de l'Afrique défaite au sud comme au nord, à l'est comme à l'ouest, sang des Syriens, sang des 43 étudiants mexicains, des 14 femmes de Polytechnique, sang de la Palestine et sang frais des enfants de nos âges. Après avoir bu donc, Maurice s'est présenté à Victoire comme on se présente devant sa première vache. Et Victoire, qui avait les yeux verts de la victoire, a senti, un siècle plus tard, devant la fenêtre ouverte qui donnait sur le périphérique, sur Auchan, sur McDo, le souffle chaud du bourreau. Elle a senti en elle, en son grand cœur de poulpe, l'odeur des bêtes, le sang, la vue, les larmes, peut-être. Et Victoire pleure. Elle pleure, Victoire. Oui, 3 années durant devant cette fenêtre à sentir sans le savoir l'odeur des bêtes. Victoire! Victoire! Victoire était élève en 3e année au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle était dans notre classe, notre promotion. Elle était de nôtre. Elle était de notre sang, le sang de cette promotion-là. Et c'est de cette fenêtre, construite dans la seconde partie du 19e siècle, restaurée dans les années 50,
remplacée dans les années 70, puis restaurée encore au début des années 90, que Victoire, il y a peu, s'est jetée pour se donner la mort. Elle avait 24 ans, l'âge des ténèbres.